tous ou encore bonsoir, selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Chers camarades, nous voici donc dans la dernière ligne droite de ce Forum syndical international des transitions écologiques et sociales qui a réuni ces 6 derniers jours quelques 130 organisations du monde entier autour de 19 ateliers. Donc, cette séance conclusive va se dérouler en 4 étapes. Tout d'abord, un bilan général sera fait au sujet des ateliers qui se sont déroulés cette semaine avec une présentation des faits saillants. On a parlé cette semaine eau, énergie, coalition, construction de rapports de force et de bien d'autres choses encore. Autant de faits saillants qui vont être présentés par les camarades qui se trouvent autour de moi. Je vous présente donc Nessim Achouch de la Rosa Luxemburg Stiftung qui fera une présentation en anglais. La Rosa Luxemburg Stiftung est une fondation allemande adossée à Die Linke. Nous avons également en visio Sean Sweeney du TEUD, Trade Union for Energy Democracy, qui regroupe près d'une soixantaine d'organisations syndicales, membres, et fonctionne comme un réseau syndical sur les questions énergétiques en faisant le lien avec les questions démocratiques. Léa Loubès est également avec nous. Elle représente pour le département français du GLI, le Global Labour Institute, un réseau international syndical qui regroupe des organisations syndicales avec lesquelles la CGT travaille de longue date, et Sébastien Franco de l'Alter Summit, qui est l'une des déclinaisons du Forum social mondial, et de son pendant européen. Sébastien fera une présentation en espagnol. Également présent dans la salle, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT en France, qui présentera le bilan de ce forum et relaiera la philosophie de l'appel unitaire défini en perspective notamment de la COP26 de Glasgow, qui se tiendra en novembre prochain. Et puis, ce sont en troisième partie une dizaine de dirigeants syndicaux qui nous feront part de leur appréciation sur le processus lancé avec ce forum. Et enfin, en phase conclusive, nous pourrons faire part de vos réactions que vous nous ferez remonter par chat et que vous pourrez nous retransmettre. On terminera cette phase conclusive aux alentours de 17h30. Je précise juste une petite chose. Les réactions, vous pouvez nous les retransmettre concernant ce forum, mais si vous avez des réactions quant au match de football qui se déroule à l'heure actuelle sur Hongrie-France, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires également. Donc, sans plus attendre, je passe la parole pour le bilan des ateliers à Nessim de la Rosa Luxemburg Stiftung, qui, me semble-t-il, fait une présentation en anglais. Pour une fois, je vais parler en anglais. I'm going to speak in English. So thank you very much. And Merci first beaucoup. of all, I would like to thank the CGT for remercier la receiving us CGT all this week and de hosting nous avoir this accueillis great conference. toute la semaine et d'avoir So the Rosa Luxemburg organisé cette Stiftung grande is a foundation conférence. dedicated La to the Fondation heritage Rosa of Luxembourg est Rosa une Luxembourg fondation in its qui most est dédiée à modern l'héritage sense, de Rosa Luxembourg emancipative dans and son sens le critical plus of moderne, capitalism, radically émancipateur, democratic critique du and opposed capitalisme, to all form radicalement of imperial démocratique, power, and most opposé of à all toute committed to forme de solidarity pouvoir and for the construction impérial, of the engagé en democratic faveur de la socialism. solidarité et de la Political construction du education, socialisme critical démocratique. L'éducation societal politique, analysis, l'analyse comprehensive sociétale international critique, work and le research grants travail are its international most important areas of font work, partie des articulated éléments through the cruciaux de 25 son offices in the travail, world. qui The est Brussels décliné par office that 25 bureaux dans co-organized le this monde. Le bureau de forum Bruxelles, qui a organisé le operates in the présent Western forum cette European semaine, region, s'occupe from évidemment de Portugal la and Spain région to européenne, du Portugal à Austria and l'Espagne, France. mais aussi de l'Autriche et Central de la topics France. of our work relates Les to concept questions of centrales de economic notre travail democracy, portent sur les questions de approaches to démocratie économique, participatory les and approches en matière multicultural democracy, de démocratie and the participative et proposal for social and multiculturelle, sans oublier ecological bien sûr les transformations. propositions We portant use the sur la European transformation platform sociale to et debate the écologique. realization Nous of utilisons transformative cette plateforme concepts in the européenne world pour region. débattre In this des sense, concepts we de la gladly took part in transformation this dans cette collaboration with région the du other monde. organization Et to nous sommes build this heureux forum. de pouvoir The collaborer climate avec and les autres ecological organisations qui crisis is s'associent à one ce of the forum. core topics of La our work, crise climatique et for which we écologique support fait partie alternatives de based notre on climate travail. Nous justice, soutenons energy des alternatives democracy, basées sur la justice climatique, putting the la voices of the most démocratie affected et people la at the voix qui doit forefront être rendue of aux the personnes struggle. les plus touchées et les plus vulnérables This forum dans has cette been a lutte. unique opportunity to Ce share forum a été experiences l'occasion around pour nous de struggles partager and des alternative expériences visions to build an sur answer notre lutte et coming nos from visions workers and alternatives afin social de movements. fournir une réponse
co-construite par les travailleurs et la population. À la conclusion de ce forum, nous avons voulu faire une évaluation de l'élément central et des travaux menés dans les divers groupes de travail que nous avons menés sur l'eau, l'industrie, la reconversion industrielle, mais également la question de la formation. L'impact du changement climatique sur l'eau, les pénuries d'eau, la dégradation des environnements. Nous avons analysé qu'il s'agissait là d'un problème crucial à l'échelle mondiale. La situation montre qu'il est nécessaire de changer notre mode de gouvernance afin de refonder nos modèles démocratiques et de travailler indépendamment de la logique classique du profit. La transition sociale et écologique ne peut réussir que si elle est appuyée sur des forces démocratiques véritables au service du bien commun. Sur les questions de reconversion industrielle, il faut noter l'existence de propositions de transformation portées par les syndicats qui renforcent nos luttes et qui font du mouvement travailliste le mouvement central autour d'emplois de qualité et durables. Le financement de la protection des travailleurs et de la transformation productive ne peut se faire qu'en garantissant la justice et la redistribution équitable. Les entreprises et les multinationales doivent assumer la charge qui est proportionnelle à leur responsabilité dans la crise climatique qui nous tombe sur le dos. Les diverses tables rondes ont bien montré toute l'importance qu'il y a à créer des liens et des alliances internationales au niveau syndical, mais également de créer des liens avec les mouvements sociaux qui luttent pour la sauvegarde de notre planète et pour sortir des modèles socio-économiques existants qui sont destructeurs sur tous les sujets et dans tous les secteurs. Il est nécessaire de comprendre les choses de manière globale afin de comprendre les mécanismes historiques de l'expropriation et de la domination qui doivent être éliminés pour garantir une transition juste pour tous et toutes. La gravité de la situation a été rappelée dans toutes les tables rondes. Les classes travaillistes et les opprimés doivent aller au-delà du greenwashing proposé par beaucoup d'entreprises et s'associer à la construction d'un modèle radical alternatif basé sur la justice sociale et environnementale. Dernier élément qui doit être mentionné, c'est quelque chose qui nous surprend par sa magnitude, c'est cette volonté de créer une plateforme commune arc-boutée sur la solidarité dans l'action. Durant ce forum, on nous a rappelé l'importance du moment, le caractère crucial du moment qui doit nous pousser à l'action. C'est d'une dynamique que la Fondation Rosa Luxembourg veut saisir au vol, notamment avant la COP26 à Glasgow, où nos diverses revendications doivent être entendues. Merci. Merci beaucoup, Nessim. Sans plus attendre, je passe la parole à Sean. Donc, Sean, dans l'utilisation des questions énergétiques, quels sont les aspérités, les faits saillants, les points forts du forum auquel tu as assisté? Actually, comrades, I thought I was reporting on the energy session. Je pensais que j'allais parler de l'énergie, donc j'ai quelques commentaires sur l'énergie. Il y a d'ailleurs un chevauchement entre ce que cette séance débattait et ce que fait la TUED. Nous défendons l'énergie publique et nous voulons lutter contre la privatisation des systèmes de production électrique afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous pensons qu'il faut gérer en commun les ressources énergétiques. Nous sommes un réseau de 80 syndicats dans 25 pays différents. Je voulais remercier la CDT. La CGT, je voulais remercier le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, de nous avoir ainsi accueillis cette semaine pour des débats ô combien importants. Aujourd'hui, je parle également au nom de l'Internationale des services publics. On a organisé une table ronde sur l'avenir de l'énergie, l'avenir commun de l'énergie. Un groupe de travail a été constitué au début de cette année afin d'élaborer chez nous une alternative syndicale à la décarbonisation afin de lutter, de faire pièce au modèle néolibéral. C'est une chose
de dire que l'énergie doit être publique, mais encore faut-il pouvoir le témoigner, le dire en détail et voir comment le mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé en fait un rapport intérimaire qui est assez long, qui est assez étoffé. C'est un travail qui est en cours d'ailleurs, il se poursuivra, ne sera déposé dans sa forme finale qu'en septembre. Nous espérons à partir de ce rapport pouvoir élaborer une charte pour l'énergie publique qui sera présentée pour la COP26 à Glasgow avec beaucoup d'organisations syndicales et d'autres alliés. Le rapport intérimaire a été envoyé aux organisateurs du forum et je pense que c'est un rapport qui sera d'ailleurs diffusé aux participants. Sébastien a ouvert notre séance en expliquant pourquoi cette task force était nécessaire et pourquoi ce rapport est tellement important. Nous avons également entendu des représentants syndicaux. Plus de 40 syndicats participent à cette task force, ont eu l'occasion d'y contribuer. Les représentants de ces syndicats ont eu l'occasion de nous dire ce qu'ils pensaient de ces rapports. En quelques minutes, permettez-moi de vous donner quelques indications sur ce que l'on trouve dans ce rapport et j'encourage évidemment la totalité des camarades à s'impliquer à ce travail. La première partie de ce rapport, c'est un rapport en 3 parties. La première partie contient en fait une critique très détaillée des politiques climatiques et énergétiques néolibérales et la manière dont la privatisation et la libéralisation sont directement liées à l'agenda de décarbonisation. C'est en fait l'application classique des préceptes néolibéraux soutenus par la Commission européenne. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais du point de vue social, mais c'est très mauvais également pour le climat. Ce modèle ne permet pas d'aller dans la décarbonisation avec la vitesse et l'ampleur qui est nécessaire rendue nécessaire par la crise. Nous entrons dans le détail, nous montrons les écueils, notamment en matière de mobilisation, d'investissement, y compris privé. Nous voulons faire pièce à l'idée que la transition énergétique se passe bien, qu'on est encore dans les clous, comme certains le disent. Ce n'est pas du tout le cas. Il est important pour nous de montrer encore une fois toute l'inefficacité des politiques néolibérales. Ce que l'on voit aujourd'hui de par le monde, ce n'est pas une transition énergétique, mais une expansion énergétique avec de plus en plus de recours aux énergies fossiles, même si par ailleurs se développent également les énergies renouvelables. Mais les énergies fossiles continuent d'augmenter. Dans la partie 2 du rapport, nous entrons dans le détail de ce à quoi peut ressembler une alternative. Nous pensons qu'il est nécessaire de nous accaparer ces systèmes énergétiques. Il faut en fait reprendre ce qui était privatisé, mais éviter d'en rester dans une logique de marché. Nous pensons que c'est essentiel pour réinstituer, refonder une planification énergétique, ce qui est absolument essentiel étant donné l'ampleur des défis techniques posés par cette nécessité de décarbonisation. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'ancrer cette récupération publique des systèmes énergétiques dans un cadre de bien commun de l'humanité. Ce que nous devons promouvoir ici au niveau mondial comme syndicat, c'est en fait des dispositifs de coopération permettant de partager à la fois du savoir-faire, de l'expérience et de la technologie. La dernière partie du rapport porte sur les défis parmi les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés face à cette nécessité de décarbonisation. Nous étudions les diverses technologies possibles. Nous essayons de partir des faits, de partir de la science et d'étudier toutes les technologies disponibles. Les technologies établies déjà, mais également celles qui pourraient avoir un potentiel à l'avenir afin de contribuer à cette décarbonisation. Nous ne préconisons pas une technologie par rapport à une autre, mais nous pensons qu'une propriété publique de cette technologie nous permet en fait d'organiser une panoplie technologique, de libérer également les technologies pour éviter en fait la nécessité du profit privé afin de développer des technologies. Encore une fois, on voit que plus certaines entreprises clament haut et fort qu'il leur faut des subventions, plus elles détournent le développement de systèmes techniques. C'est irrationnel, nous semble-t-il. Il n'y a pas en fait de solution
générale pour tous les pays. Il nous faut suivre une approche scientifique en fonction des nécessités et des conditions locales. Évitons de donc privatiser ces technologies, il faut pouvoir les mobiliser de manière publique. J'aimerais remercier la FNME également, Corinne Gringer, qui a beaucoup travaillé avec nous pour ce rapport en tant que spécialiste de l'énergie, Daniel Chiparo et David Boyce de l'International des services publics, et puis les personnes que vous voyez à l'écran, Romain de la CGT, Nessim de la Rosa Luxembourg, Léa, mais également l'équipe de la TUED à New York, Jan, John Trick et Alan, qui ont fait un grand travail et qui nous ont permis en fait de préparer ces ateliers, qui nous ont permis de l'organiser et qui continuent d'ailleurs de travailler sur ce projet pour l'énergie publique à l'avenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sean. Léa, donc je le rappelle, Léa Loubès, tu représentes le GLI, le Global Labour Institute, qui a très activement participé à l'élaboration et l'organisation de ce forum. Quels enseignements tires-tu justement de ce premier événement? Merci Eva et merci à la CGT, à toute la coordination du forum qui a permis l'organisation de cet événement. Donc effectivement, nous terminons aujourd'hui 6 jours d'intenses échanges avec de nombreux et nombreuses syndicalistes et militantes. Je voudrais rappeler que quelles que soient nos origines politiques, nos engagements organisationnels ou nos pays de résidence, nous cherchons tous et toutes à garantir que le changement climatique, menace existentielle de la vie sur Terre, ne reste pas en marge de l'agenda syndical. Donc, le GLI Paris, c'est la branche francophone d'un réseau mondial, le Global Labour Institute. Il est animé par REACT Transnational, qui appuie depuis 2010 les mobilisations des personnes affectées par les abus des multinationales à travers le monde. Le GLI Paris promeut l'alliance entre organisations syndicales de base de différents pays et entre celles-ci et autres mouvements sociaux, afin de soutenir le mouvement syndical mondial dans son but initial, celui d'être le moteur d'une transformation radicale de la société. C'est avec cet objectif en tête que nous avons rejoint l'organisation de cet événement et à ce titre, nous estimons qu'il a un succès puisque le forum a rassemblé pendant 7 jours plus de 50 pays des 4 continents. Donc, je ne peux pas tous les citer, mais on a pu compter sur la participation de syndicalistes de Belgique, d'Italie, d'Espagne, aussi de Colombie, du Chili, d'Équateur, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Burkina ou d'Algérie et du Maroc, et bien d'autres pays encore. Donc, le GLI Paris vise à renforcer le mouvement syndical transnational qui lutte contre le capitalisme globalisé et ses attaques répétées sur l'environnement, les travailleurs, travailleuses et sur les populations. Cela, à notre sens, passe par la création d'espaces de discussion et d'échange à l'image du forum qui nous a permis un partage d'expériences et de stratégies entre organisations. Ce forum a mis à l'honneur des luttes de terrain qui ont été menées par des syndicats de base qui sont les acteurs cruciaux de cette transition juste. De ces échanges qui se déroulent depuis plusieurs mois sont ressorties des propositions communes concrètes. Je ne peux pas vous en faire une liste exhaustive aujourd'hui, mais je voudrais faire ressortir quelques expériences qui ont marqué les tables auxquelles j'ai pu participer. Nous avons en effet pensé la réorganisation des territoires avec les travailleurs et travailleuses du secteur de la construction et de l'urbanisme, mais aussi des postes et des services publics en général, et des mines, pardon. François de la CSC belge nous a raconté la lutte que son syndicat mène contre les passoires thermiques et la précarité énergétique. Au Burkina Faso, Nicolas de la CGTB nous a détaillé la victoire obtenue par la lutte syndicale contre le projet de déclassement d'une forêt pour une construction immobilière. Et Jean-Philippe de la SCTP canadienne a partagé son plan de réappropriation des infrastructures publiques. Tous ces récits nous donnent des perspectives pour une transition écologique des territoires et notamment des territoires ruraux au cœur desquels on retrouve les travailleurs et travailleuses de la terre. David, paysan libérien, et Antonio, paysan italien, ont tous les deux partagé les victoires obtenues face aux multinationales contre l'accaparement des terres agricoles. En Sicile, les sergentes des panneaux photovoltaïques pointent bien la contradiction du capitalisme vert que nous combattons. Morgane, elle, nous a raconté le mouvement européen pour une autre PAC, défendant notamment une conditionnalité sociale et environnementale des aides publiques afin de mettre fin à l'exploitation des ouvriers et ouvrières agricoles, à l'image des travailleurs et travailleuses migrantes du sud de l'Espagne qui ont été décrits par Rosé. Enfin, nous ne pouvons aborder la question des transitions écologiques et sociales sans avoir une vision genrée de la crise climatique et des solutions à y apporter. Chidi et Souela ont mis en avant le rôle des femmes et notamment des femmes indigènes, souvent au premier plan dans la gestion et la protection des ressources naturelles.
à l'instar des Indiennes du mouvement Chipko et des Kenyanes de la Green Belt, qui s'opposent à l'exploitation commerciale de leurs forêts et de leurs espaces naturels. Béatriou nous a raconté la grève inédite des femmes dans 7 pays en 2018 et nous a alerté sur la situation des femmes espagnoles pendant la pandémie. Emmanuel, membre du comité femmes de la CGT en France, a partagé son combat pour la représentativité des femmes dans les instances de pouvoir, qui reflète aujourd'hui mal la place prédominante que nous occupons dans les luttes de terrain. Elle nous rappelle à tous et à toutes l'impératif de garder une vision genrée de la transition juste et du rôle central des femmes dans ce combat. Je voudrais conclure en précisant que la richesse de nos échanges et des réflexions de fond qui ont été menées ont été permises par le long travail préparatoire qui a précédé le forum et qui a rassemblé plus de 150 organisations. Le GLI Paris continuera à contribuer à l'existence d'espaces entre syndicalistes de terrain du monde entier, puisque c'est en inscrivant dans le temps notre collaboration à l'échelle transnationale que nous pourrons co-construire le modèle de transition écologique et sociale juste que nous souhaitons. Merci. Merci beaucoup, Léa. Donc, on voit qu'il y a pas mal de perspectives qui se dressent, notamment pour la suite. Je laisse maintenant la parole à Sébastien pour conclure cette première partie. Sébastien, donc, tu vas intervenir en espagnol. Quel est ton bilan, toi qui as participé très, très activement à l'organisation de ce forum? Eh bien, bon après-midi, mesdames et messieurs, et à tous les camarades qui sont ici avec nous pour cette dernière session. Alors, tout d'abord, moi, je parle au nom d'une coalition de syndicats, d'organisations de la société civile en Europe. Nous existons depuis 10 ans, le but étant d'améliorer la corrélation de force contre les politiques néolibérales de l'Union européenne. Depuis sa création, ce réseau s'est appuyé sur les organisations syndicales et a mis au centre de ses revendications celle du mouvement ouvrier. Alter Summit veut améliorer la coopération entre les différents composants du mouvement social dans la perspective d'une mobilisation transnationale. Donc, pour nous, il était tout naturel, évidemment, de participer à la préparation de ce forum qui entrait parfaitement dans la lignée de nos objectifs fondamentaux. Il était tout à fait naturel que Alter Summit se mobilise également pour modérer les tables rondes, notamment en matière de santé, qui traitent d'un thème qui nous intéresse au premier chef. Alors, quelques points clés qui ont effectivement surgi de ces tables rondes. Le changement climatique à travers la dégradation de l'environnement aura des conséquences graves sur la santé des populations. Et en conséquence, voilà qu'il y aura des effets énormes sur les systèmes sanitaires du monde entier. Ce fait ne fait pas l'objet encore d'analyses approfondies. Les informations qui circulent ne suffisent pas. Il est nécessaire de tirer un bilan de la pandémie de cette année et des grandes déficiences que les systèmes de soins de santé ont montré. Ni la formation des professionnels de santé, ni les conditions de travail de ces professionnels ne tiennent compte des nouvelles menaces biologiques qui seront la conséquence, qui découleront du changement climatique. Pour les participants, il est essentiel de travailler sur les déterminants sociaux de la santé, l'environnement, le logement, l'éducation, les revenus, pour mieux se préparer face à un avenir assez incertain. Et il est absolument essentiel de s'opposer à tout type de privatisation des systèmes de santé et revendiquer la mise en œuvre d'une véritable démocratie sanitaire qui tienne compte tant des exigences du personnel sanitaire que des exigences sociales et sanitaires des populations. La mobilisation transnationale est devenue inévitable dans un monde dominé par des chaînes d'approvisionnement mondialisées et par les institutions internationales qui définissent les politiques qui seront appliquées au niveau local ensuite. Cela étant, la revendication de la mobilisation transnationale doit être enracinée dans les réalités locales et répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs. Et c'est vrai que cette mobilisation doit se faire sur la base de la mobilisation de la base. Au cours des dernières années, les réseaux d'action, surtout au niveau syndical, se sont organisés. La mobilisation des femmes dans le monde entier ainsi que des jeunes en faveur du climat montre qu'il est possible de se mobiliser en masse au niveau international. La COP26 de Glasgow pourrait devenir effectivement un jalon justement pour une prochaine étape dans notre forum. La coalition de syndicats et de mouvements sociaux au Royaume-Uni a déjà lancé un appel à des actions décentralisées. Avec notre forum, nous avons encore d'autres éléments pour alimenter ces mobilisations.
En matière de coalition, les coalitions sont aujourd'hui une façon de s'organiser assez courante entre syndicats, ONG, associations, et c'est une manière de vraiment construire une coalition de force plus efficace, en particulier pour ce qui a trait à la défense de l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe un grand nombre de coalitions, ce qui, dans certains cas, peut effectivement nous amener à nous disperser. Les coalitions peuvent mettre en avant, eh bien, justement, le bon fonctionnement des organisations, mais aussi à quel point elles sont représentatives de la société. Mais les coalitions peuvent également promouvoir des dynamiques qui changent avec le temps, où l'on peut construire une confiance mutuelle, une analyse commune et la capacité d'agir ensemble pour aller au-delà des programmes de travail spécifiques de chaque organisation. Enfin, les participants aux tables rondes ont également mis l'accent sur l'importance d'ancrer les coalitions dans les contextes locaux, au niveau de la base, avec les travailleuses et les travailleurs auprès des masses populaires. Les coalitions imposées du haut ne survivraient jamais face à la méfiance de la base et elles courraient le danger, effectivement, d'exiger des choses qui sont éloignées des revendications des gens. En conclusion, je dirais que l'énorme défi du changement climatique pour le reste de l'humanité, eh bien, n'a pas d'égal dans l'histoire de l'humanité. Face à ce défi, il sera nécessaire de montrer de l'engagement, de la créativité en matière d'organisation et d'audace dans nos idées et nos revendications. Le changement climatique et en conséquence la transformation de la société vers une civilisation écologique, eh bien, seront au centre des pratiques et des politiques de nos organisations respectives. C'est le nouveau paradigme qui s'impose à nous. Je suis convaincue que nous saurons relever ce défi, répondre à cette nouvelle réalité sur la base de la longue tradition du mouvement ouvrier populaire qui, tout au long de l'histoire, a toujours su se réinventer pour faire face aux défis de son époque. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous les quatre pour avoir dressé les premiers bilans et les faits saillants de ce forum. Alors, vous l'avez dit, notamment toi, dernièrement, Sébastien, le changement climatique est sans doute peut-être le défi le plus immense auquel doit faire face l'humanité aujourd'hui. On a beaucoup également parlé de COP26, qui doit sans doute être un jalon très, très important dans le court et moyen terme. Je passe donc maintenant la parole à Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, pour la présentation de la philosophie de cet appel unitaire dans la perspective donc de la COP26 de Glasgow. Merci, chères participantes, chers participants au forum, chers et chers camarades. Nous voici donc au terme de ce forum syndical international des transitions écologiques et sociales. Au cours de ces 6 journées, 19 ateliers se sont tenus, plus de 9000 inscriptions pour suivre les différents webinaires ont été enregistrées, près de 130 organisations différentes sont intervenues, issues de plus de 50 pays et représentatives des 5 continents. La richesse des travaux a permis de mettre au point un appel fondé sur nos expériences concrètes et les propositions nourries de nos pratiques pour rendre possible une véritable transition juste et solidaire. Je veux ici donc et maintenant en dérouler les axes fondamentaux, me semble-t-il. Ils sont au nombre de 6. Le premier, c'est que la voix des travailleuses et des travailleurs qui s'expriment sur les défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie de salariés comme de citoyens ne peut plus être ignorée. C'est en réaffirmant avec force que c'est en partant du lieu de travail, des connaissances et savoir-faire de celles et ceux qui sont au cœur du système productif que nous parviendrons à construire des plans de transition écologique et sociale qui mettront au cœur de notre projet commun l'humain comme la planète. Nous exigeons une transition juste, préventive, incluant les travailleurs et les travailleuses dans les processus de décision. Le second, c'est le rôle, l'impact, le poids et le cynisme des multinationales dans la détérioration de notre environnement et dans le délitement et le déni continu de tout progrès social. Cela ne peut plus être seulement dénoncé, mais il doit être impérativement et vigoureusement combattu. Les gouvernements sont souvent les meilleurs alliés de ces grands groupes qui représentent
l'obstacle le plus puissant à l'émergence d'une transition ambitieuse qui profitera à l'ensemble de l'humanité. La lutte contre le changement climatique restera illusoire sans l'instauration d'une propriété publique des ressources et de l'énergie et sans un contrôle démocratique. Il est essentiel de porter et diffuser le mot d'ordre d'une maîtrise publique de la production et de toutes les activités qui ont un impact sur l'environnement, et ce, afin de préserver l'intérêt général. Troisième, la crise écologique mondiale n'épargne aucun des secteurs de notre économie et de notre système productif. Il exacerbe et aggrave les inégalités existantes tout en faisant payer un prix insupportable aux plus précaires. C'est à la sphère publique, représentant la volonté et l'intérêt commun, de s'atteler désormais à une planification écologique et sociale de nos économies, qui doivent être collaboratives, solidaires et tournées vers la satisfaction des besoins de l'humanité. Ces changements doivent s'opérer au niveau mondial avec comme objectif la justice et l'égalité réelle et effective entre les peuples. Le quatrième axe, les luttes des travailleurs et des travailleuses pour protéger la planète se joignent à celles qui s'organisent pour dénoncer et rejeter tous ces gouvernements libéraux, autoritaires et néofascistes. Ces unions dans la lutte sont la démonstration qu'il ne pourrait y avoir de changement de cap sans un renouveau démocratique. Lutte pour la démocratie et lutte pour le progrès social et environnemental sont intrinsèquement liées et sont portées de front par nombre d'organisations sur tous les continents. Le cinquième axe, le travail se situe au centre de l'équation de la nécessaire transition écologique et sociale. Une réelle transition juste doit garantir à celles et ceux qui peuvent perdre leur emploi aujourd'hui qu'ils puissent en trouver un demain d'une qualité égale, voire supérieure. Cela implique de rééquilibrer les arbitrages qui prévalaient actuellement, notamment dans le commerce international, afin de rendre effectives les normes environnementales et sociales globalement absentes et d'imposer des critères de conditionnalité stricts au plan de relance à travers le monde. Le sixième et dernier axe, il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier nos échanges, nos débats, nos alliances pour porter nos revendications de manière unie et large et les faire advenir. Si le syndicalisme a une grande responsabilité, il doit trouver des convergences d'action avec d'autres, notamment les ONG et associations pour la préservation de la planète. C'est en construisant une solidarité effective et des espaces de coordination à l'échelle internationale que nous pourrons imposer tous ensemble des alternatives viables et rassembleuses. Il est temps de s'élever face aux puissances économiques et financières et de parvenir à ce qui fonde la démocratie réelle. Ces alliances s'articulent aux luttes pour une égalité de genre et contre le racisme systémique. Tous et toutes ont droit à un accès égalitaire à des emplois de qualité permettant de réduire les gaz à effet de serre. Pour nous, le travail entrepris ne s'arrête pas ici. Nous savons que la lutte sera longue et qu'elle requiert toute notre implication, nous obligeant à dépasser nos contradictions par la mise en commun de nos expériences, le débat entre nos propositions et enfin toute la force de notre mobilisation. Nous prenons donc l'engagement de poursuivre et d'amplifier notre coopération avec en ligne de mire une première étape, la COP26 de Glasgow en novembre de cette année. Nous y porterons fermement nos revendications et travaillerons avec les forces qui se reconnaîtront et adhéreront à cet appel à la construction d'un mouvement large et unitaire pour imposer une alternative écologique, sociale et démocratique. C'est, je le souhaite, l'une des perspectives qui s'ouvre avec ce premier forum et l'appel qui en découle. Alors, merci à toutes et à tous pour la formidable énergie déployée tout au long de cette semaine de discussions et d'échanges. Vive la solidarité internationale. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on le voit, cet appel est un processus inédit et ambitieux qui appelle l'union dans la lutte.
La raison d'être de ce forum qui a donné cette semaine la parole à des dizaines de camarades du monde entier. Et le temps est donc venu de leur redonner la parole à 10 dirigeants, une dizaine de dirigeants syndicaux qui vont donner leur appréciation donc, sur la philosophie de cet appel. Je passe tout de suite la parole. Alors, on va faire comme lors de la précédente table ronde pour ceux qui ont assisté. On va commencer par le continent asiatique. Je passe la parole à Mi Kyung Ryu de la KCTU de Corée, qui est la première organisation syndicale du pays. Alors, je ne sais pas si Mi Kyung est connecté avec nous. Bonjour. Mi Kyung, la parole est à I'm toi. here. Bonjour, Thank you Mi Kyung, so bienvenue. much inviting me Je suis to. là, merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. J'espère qu'on m'entend. Et je dois juste effectivement changer le bouton langue. Merci beaucoup de cette présentation, de cet appel commun. Alors, au cours des 5 derniers jours, je crois que nous avons eu effectivement des discussions extrêmement fructueuses et c'est dommage, mais je n'ai pas pu suivre toutes les séances et tous les ateliers parce que c'est vrai que j'ai dû prendre part à une autre conférence internationale. Mais j'aimerais peut-être faire quelques observations concernant cet appel commun proposé par Philippe Martinez. Alors, c'est vrai que nous passons tous par cette crise sans précédent causée par la pandémie de COVID-19 et en même temps, c'est vrai que nous nous rendons compte des contradictions du monde capitaliste. L'économie capitaliste nous montre qu'en fait, face à des pandémies comme celle-ci, ma foi, nous pouvons faire face parce que la production est faite non pas pour répondre aux besoins sociaux, mais pour maximiser les profits pour les entreprises. Bien que l'économie dans notre vie quotidienne semble reprendre du poil de la bête et que c'est vrai que maintenant on parle par exemple du fait que la relance va créer plus d'inégalités, on en parle de plus en plus, mais je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes tous d'accord qu'il est urgent et nécessaire d'entamer une transition sociale et juste. Et donc cet appel commun proposé rend bien les souhaits, les aspirations des travailleurs et des travailleuses partout dans le monde et présente quelques principes très, très importants qui sont très pertinents dans le contexte coréen. Alors, nous avons un New Deal, un nouvel accord en Corée qui est effectivement favorisé par le gouvernement. Alors, on nous dit qu'on nous centre sur la protection de l'emploi, l'investissement dans l'humain, sur la base de technologies vertes et numériques, mais en fait, ce plan ne reflète que les intérêts des entreprises et ne fait qu'asseoir leur pouvoir. Il n'y a pas de place pour les travailleurs. Le travailleur n'est pas au cœur de ce plan de relance. Alors, je partage les principes de l'appel commun. Je ne vais pas les répéter, mais puisque nous commençons par les principes sur lesquels nous devons nous mettre d'accord, j'espère que nous pourrons effectivement élaborer des propositions plus concrètes d'ici à la COP26. Voilà peut-être mon appel personnel. Comme l'ont dit nos collègues de la KCTU, les syndicats en Corée en sont au début. Nous voulons formuler nos propositions pour une transition juste. Pour l'instant, les syndicats ont pu participer dans un mouvement social plus large lancé par les différents mouvements écologistes, mais nous comprenons également que les syndicats doivent également être les fers de lance des efforts dans ce domaine qui effectivement porte sur des questions très, très compliquées pour une transition sociale et écologique et où effectivement entrent en ligne de compte les problèmes auxquels nous faisons face sur le travail. Alors, au sein de la KCTU, nous avons effectivement organisé un forum de nos affiliés concernant les questions liées à la pandémie. Nous avons lancé un comité spécial pour justement nous mobiliser, organiser notre action pour nous préparer dans les actions que nous voulons organiser d'ici à la COP26. Alors, j'espère que cette plateforme internationale se poursuivra, que nous pourrons continuer à échanger, à débattre, à renforcer la solidarité entre syndicats. Comme nous l'avons entendu au cours de la dernière session, la table ronde sur la solidarité, les travailleurs et les syndicats dans d'autres régions passent par une répression sans précédent au titre de gouvernements autoritaires ou de juntes militaires. J'aimerais effectivement souligner
souligner l'importance du rôle du mouvement syndical international à l'appui, à la défense justement des travailleurs dans ces pays. Et nous devons renforcer nos capacités en tant que force alternative qui emmènera justement le changement socio-environnemental dont nous avons besoin. Merci. Merci beaucoup, Mick Young. Alors, ce sont les aléas du direct. Nous quittons momentanément le continent asiatique pour se diriger vers l'Espagne, puisque Cristina Faciabien des commissions ouvrières espagnoles va prendre la parole donc, pour donner son appréciation sur l'appel unitaire. Buenos días, buenas tardes. Eh bien, bonjour, bon après-midi. Tout d'abord, eh bien, un grand bonjour fraternel au nom de Comisiones Obreras à tous les camarades qui ont participé à ce forum syndical international. Et j'aimerais vous féliciter d'avoir lancé cette initiative où ont participé plus d'une centaine d'organisations du monde pour justement nous unir, pour élaborer des propositions progressistes pour une transition écologique et sociale, mais aussi j'aimerais vous remercier pour vos efforts, pour le travail mené par les camarades de la CGT et la Fondation Rosa Luxembourg pour l'organisation de ce forum. J'en profite aussi pour dire bonjour à Philippe Martinez. Bien, alors je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce forum nous a permis de nous réunir en tant que syndicats du monde entier, alors que nous avons des cultures, des réalités extrêmement différentes. Eh bien, nous avons réussi à trouver les points de convergence, à voir quels sont nos points communs, ce qui est très, très riche pour nous tous et dans le cadre de ce débat sur la transition juste. Mais moi, je dirais que vraiment la plus grande valeur ajoutée de cette rencontre, eh bien, c'est qu'elle nous permet d'être un porte-parole, ou plutôt de donner voix à la classe ouvrière, la classe des travailleurs et des travailleuses sur cette question des changements climatiques. Le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus, il est déjà là. Et nous, travailleuses et travailleurs, nous devons être au centre de la prise de décision sur les plans de transition écologique et sociale afin qu'ils respectent l'être humain, mais aussi la planète. Parce que la lutte contre le changement climatique nous touche tous, nous concerne tous et toutes sans exception, parce que la crise écologique ne fait qu'accroître les inégalités sociales et parce qu'en plus, elle touche surtout les plus vulnérables et que cette crise aura une incidence sur l'emploi d'aujourd'hui, mais aussi sur l'emploi de demain. Et nous sommes arrivés à une phase absolument décisive. En tant que syndicat, nous devons vraiment jouer un rôle de chef de file. Nous devons être actifs et travailler sans relâche pour changer ce paradigme actuel, néolibéral, capitaliste, qui se base sur l'exploitation des personnes, des ressources naturelles et sur effectivement l'accaparation de tout ce qui est public. La transition écologique doit nous amener à changer complètement la donne et arriver à un vrai système, à un nouveau système de développement qui soit compatible avec toutes sortes de vies sur la planète, dans le respect des respects humains, dans son sens le plus large, dans leur sens le plus large, ce qui inclut aussi les droits des travailleurs, les droits syndicaux, où l'égalité entre hommes et femmes soit une réalité, où le racisme systémique n'ait plus de place et l'on puisse renforcer la démocratie et la justice sociale, parce qu'il ne peut y avoir de transition écologique sans justice sociale. Et pour pouvoir effectivement atteindre tous ces objectifs qui sont si ambitieux et que nous nous sommes donnés, il est absolument essentiel que nous renforcions nos alliances avec la société civile, avec les jeunes filles, les jeunes hommes, avec les écologistes, avec les entreprises aussi, les jeunes professionnels qui partagent nos préoccupations et qui pensent que le système actuel ne peut aboutir qu'à un effondrement. Nous devons le faire en tant que syndicat, mais aussi à travers un travail de collaboration, de coordination axé sur la solidarité internationale avec un échange d'idées, de propositions dénonçant les abus des gouvernements, des multinationales. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être suffisamment forts pour relever les défis de demain. Ce forum doit être un premier pas parmi les nombreux pas que nous devons faire justement en ce sens.
La COP26 à Glasgow devra être eh bien, un moment qui nous permettra de renforcer, nos propositions alternatives socio-démocratiques et qui nous permettent d'atteindre les objectifs 1, 5, 7, 8 et 10 de développement durable deviennent réalité sur cette planète. Alors, nous le disions déjà lors de la COP19 à Paris en tant que Confédération syndicale internationale, il n'y aura pas d'emploi dans une planète où tout est mort. Enfin, pour conclure, j'aimerais peut-être rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont été assassinés parce qu'ils ont défendu le droit humain, l'environnement partout dans le monde. Grâce à elles, grâce à eux, eh bien, c'est comme cela que nous continuons. C'est pour eux et pour elles que nous continuons à œuvrer pour la justice et l'équité dans le monde. Pour Comisiones Obreras, ça a été bien, un honneur que d'avoir participé à ce forum syndical international. Et pour moi, personnellement, même si je n'ai pas participé activement à ce forum tout au long de la semaine, ça a été également un énorme honneur que d'avoir pu partager avec vous cet espace. Merci de m'avoir donné la parole pour cette clôture. Salutations confraternelles et allons de l'avant avec la solidarité internationale syndicale. Merci encore. Merci beaucoup, Christina. On revient sur le continent asiatique. On va donner la parole à Gautam Nodi de la NTUI, qui est l'un des principaux partenaires de la CGT. Gautam, Christina l'a souligné, avoir réussi en dépit de nos différentes cultures des points de convergence sur ce sujet, c'est une étape décisive. Moi, je voulais savoir quel est ton regard depuis ton pays sur justement, quelle est ton appréciation sur cet appel unitaire? Tu nous entends, Gautam? Yes, I can. Should I go on? C'est à toi, Gautam. Thank you. Well, Merci. thank you. Merci beaucoup. Merci à la CGT pour cette semaine extraordinaire d'apprentissage, d'éducation et de convergence entre les tenants de la classe ouvrière de par le monde et la recherche d'alliances. Et j'aimerais noter la présence de cette partie du monde qui inclut nos camarades qui n'ont pas la possibilité, à qui le droit n'est pas reconnu de former des syndicats libres et démocrates. Je suis avec vous ce soir pour vous dire que la NTUI fera ce chemin commun avec vous, nous menant vers Glasgow et au-delà. Parce que ce n'est qu'en nous rassemblant que nous pourrons renforcer notre cause pour l'avenir. Il va de soi que nous vous rejoignions dans cette déclaration commune. Cela dit, il est important de reconnaître le poids de la pandémie sur nos pays. La pandémie reflète probablement le fait que nous sommes à la croisée des chemins dans notre évolution sociétale et dans nos relations avec la nature, et a bien montré encore une fois le poids qui pèse sur les épaules de la classe ouvrière après 100 ans d'éducation, d'accès à l'éducation, d'accès à la démocratie, en tout cas sur le principe. Nous pensons qu'il est important d'être clair dans notre appréciation non seulement du rôle des États, des gouvernements, mais également dans notre appréciation du rôle réel des multinationales qui non seulement interfèrent de manière cynique, mais qui sont au cœur, je dirais, des relations de production et qui ont accaparé en faveur du grand capital les moyens de production et qui nous ont fait perdre tant en matière de droit du travail. La déclaration commune souligne l'inégalité. Je pense qu'il est nécessaire d'aller au-delà. Le manque d'égalité, le manque d'équité, tout cela existe dans nos pays, au sein de nos pays. Ici, en Inde,
Les inégalités entre les classes travailleuses, entre les membres, les divers segments de ces classes sont évidentes. Vous avez des travailleurs qui profitent de conditions à l'européenne, d'autres qui travaillent dans des conditions absolument impensables et indicibles. Il est important également de noter les disparités entre nos pays, les disparités entre le Sud et le Nord, lesquelles sont criantes. Et c'est un fossé qu'il convient de combler. Pour l'avenir, nous comprenons évidemment que les changements ne peuvent être que progressifs, mais il va de soi qu'il est important pour nous de tenter de contrôler les moyens de production. Et pour cela, dans les jours qui viennent, il est important que nous puissions envisager des changements systémiques afin de revoir, de refonder la propriété et l'exploitation des moyens de production. Nous sommes tout à fait à vos côtés. Nous reconnaissons que ces luttes ne peuvent pas être remportées sans avoir garanti la juste défense de la démocratie, qui est un droit, sans oublier non plus qu'il faut absolument défaire les forces de l'extrême droite qui sont en train de monter en puissance dans nos pays, en Inde, au Brésil, en Europe, un petit peu partout. Nous voyons le reflet de l'extrême droite. La démocratie est essentielle pour renforcer notre mouvement, pour mobiliser ces forces vives et pour renouveler notre lutte. La solidarité, nous l'exprimons avec évidemment la totalité des camarades présents cette semaine et c'est avec beaucoup d'intérêt et d'énergie que nous continuerons ce chemin à vos côtés. Merci. Merci beaucoup, Gautam. On a pris un chemin, on est passé par l'Espagne, l'Inde, la Corée du Sud, entre autres choses. Nous voici maintenant sur le continent africain et plus précisément au Sénégal avec le camarade Eliman Diouf de la CSA du Sénégal, donc, qui a pris une part très active à l'organisation de ce forum. Donc, je voulais avoir ta réaction, camarade. Merci beaucoup. On t'entend très très mal. Camarade secrétaire général Philippe, la CGT. Allô? J'attends, je vais mettre mon casque, je pense que c'est la mieux. Alors, je crois qu'on a des petits problèmes de son. Allô? Allô? Alors, on t'entend, mais on ne te voit plus. Est-ce que tu peux Bon, j'ai nous voulu parler? diminuer le... Ah bah, écoute, on t'entend beaucoup mieux. Oui, je peux parler. Eh bien, tu peux parler, je t'en prie. Merci. Donc, l'image va revenir, je camarade pense. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Oui, chers participants et participantes à cette première conférence internationale virtuelle, je voudrais au nom donc du bureau confédéral de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes, féliciter la CGT et tous les acteurs, en tout cas initiateurs de ce forum qui a connu, de par cet appel que j'ai entendu tout à l'heure, un succès dans la perspective de la préparation donc, de la COP26. En effet, la transition juste et solidaire dans ce monde en proie à une pandémie à COVID-19 constitue pour nous un vaste chantier que nous ne pouvions peut-être épuiser en 6 jours. Mais les débats riches qui ont animé ces différents panels ont été sanctionnés par plusieurs recommandations pour lesquelles nous sommes vraiment partie prenante pour leur mise en œuvre au plan de l'ensemble de la planète. Nous voulions noter quelques spécificités qui ont été développées par nos différents camarades qui ont participé au nom du Sénégal et de la CSA. Il s'agit notamment d'une forte dégradation et qui est constante dans les secteurs que sont les secteurs dominés par certaines multinationales comme les télécommunications et les centres d'appel où nos camarades luttent régulièrement pour faire respecter les conventions
sur les libertés syndicales parce qu'on leur impose des horaires de travail et on les impose de ne pas être dans des syndicats. C'est un combat de tous les jours. La précarité de l'emploi, le non-respect de la législation du pays, notamment, et surtout, une mise en place donc, de règlements intérieurs qui frisent en tout cas des bonnes masses, donc un règlement intérieur qui leur permet de faire de la répression auprès des travailleurs. Au-delà de ces considérations, nous avons noté aussi que les effets des changements climatiques ont des risques liés à l'exploitation pétrolière et gazière que notre pays entame depuis l'année dernière, constituent de lourdes menaces sur notre écosystème, telles que les menaces écologiques, les menaces d'évasion fiscale et de détournement. Les évasions fiscales, je pense que c'est un lourd combat que nous avons aussi avec l'ensemble de la planète, mené un combat. Et je veux dire, ces différents risques souvent entraînent une instabilité sociopolitique dans les pays. Je voudrais aussi rappeler que notre pays est en train de faire le passage du gaz dans la production de l'énergie. Les camarades l'ont développé. Ça peut aider à réduire les coûts de production, mais il faut une grande surveillance que nous et les acteurs de la société civile, nous devons mettre en place pour que nous puissions sauvegarder et faire respecter les normes de production propres qui permettront d'assurer une préservation de l'écosystème marin et l'environnement des populations. L'autre élément sur lequel je voudrais fortement insister, c'est la privatisation de certains secteurs stratégiques, comme le secteur de l'eau chez nous, où les États, en les confiant à des multinationales, sont chargés de faire les financements pour les grands investissements. La multinationale est souvent chargée de gérer l'exploitation. Et les États n'ont aucune maîtrise sur la qualité du produit qui est donné aux populations, sur les prix qui augmentent en tenant compte des investissements que l'État fait. Le retour à une gestion publique de ce secteur vital constitue pour nous un combat principal. La faillite dans la gestion de certains secteurs aussi est un principal combat. Certains tels que le secteur ferroviaire, je fais un clin d'œil à nos camarades des cheminots, la poste qui est aussi un grand vecteur, c'est des secteurs sur lesquels nous luttons pour redresser leur gestion parce que forcément, la relance du chemin de fer au Sénégal, au Mali, au Niger constitue un des facteurs de développement les plus importants parce qu'elle permettra à une circulation des biens et des services dans tous ces territoires. Pour la Poste, son implication aussi est très fédérateur parce que c'est des structures qui sont implantées au plan de l'ensemble du territoire national et ils permettent d'assurer la liaison entre les populations, tant au plan national qu'au plan international. Camarades, chers participants et participants, les enjeux, les conséquences sociales du réchauffement climatique nous imposent des alliances. Je pense que c'est évoqué dans l'appel commun. Ces alliances devraient partir au niveau national à travers les intersyndicales que nous avons et les partenaires que sont les ONG. Mais au niveau international et au niveau africain, nous devons renforcer en tout cas cette volonté d'aller vers des alliances. Et la CSA, en tout cas, est impliquée depuis plusieurs années dans la constitution d'alliances avec des partenaires afin que le gouvernement puisse nous impliquer davantage sur les questions liées à l'environnement et au changement climatique, mais au-delà, dans tout le processus, en tout cas, qui permettent de sauvegarder le bien public dans notre pays. J'appuie fortement l'appel unitaire dont la mouture vient d'être présentée par le camarade Philippe et engage notre organisation pour suivre la préparation de la COP26 à Glasgow, mais au-delà, une large
alliance afin de mieux nous faire entendre au-delà même de la COP21 ou de la COP26. Nous devons continuer ce combat pour le bien-être. Enfin, permettez-moi de féliciter encore une fois tous les acteurs impliqués pour la réussite de cette manifestation qui coïncide avec la 109e CIT. Et malgré tout, je pense qu'il a eu un écho très favorable. C'est le lieu également de féliciter et encourager nos camarades, la CSA, qui ont participé activement. Hein. Je présume qu'ils ont donné des contributions à ce forum et ils ont travaillé dans les différentes tables rondes. Nous partageons effectivement les conclusions et les recommandations de ces différents tables rondes. Je voudrais, pour terminer, se féliciter d'avoir vraiment eu la chance de pouvoir m'exprimer au nom de beaucoup de camarades du continent. Je voudrais féliciter les organisateurs qui m'ont donné cette opportunité. Vive la solidarité internationale pour un monde sûr et salut, débarrassé de toute forme de xénophobie. Salutations fraternelles. Merci à tous les organisateurs. Salut, camarades. Salut à tous les... Nous impose des alliances fortes. Ton prédécesseur a aussi souligné, donc Oda Modi, l'importance aussi, le choc de la pandémie. Ça me permet de faire une transition vers le Brésil, qui est un pays qui a particulièrement souffert de cette pandémie, et vers le camarade Antonio Lisboa de la CUT, pour qu'il puisse aussi nous donner son appréciation sur cet appel unitaire. Antonio, est-ce que tu es avec nous? Sí, buenos días. ¿Me Bonjour. escuchan? Est-ce qu'on m'entend? Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. J'aimerais tout d'abord saluer le camarade Philippe et tous les autres camarades de la CGT. Merci d'avoir lancé cette initiative. Initiative qui a un point nommé qui est extrêmement important, surtout en ce moment très, très difficile de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est vrai que la CUT du Brésil va se joindre à vous, pas seulement à Glasgow, mais comme l'a très bien dit le camarade du Sénégal, nous nous engageons également à poursuivre cette lutte à l'avenir, qui est une lutte pour la défense de l'humanité, mais aussi pour la défense de notre planète. Je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, le 19 juin, eh bien, il y a des manifestations contre ce gouvernement génocidaire de Jair Bolsonaro dans tout le Brésil. Malgré la pandémie, ce gouvernement représente un danger tout aussi grand pour le pays que le virus. Les attaques au droit, à la vie, le démantèlement de l'État, vraiment le démembrement de l'État, de l'environnement également, nous oblige en tant que citoyens à sortir dans les rues. Alors, Bolsonaro, bien sûr, avec ses alliés, essaie de prétexter justement la narrative du changement climatique pour sortir des accords internationaux et de dire que seul le marché peut trouver des solutions sur la base de l'exploitation des peuples, de la classe ouvrière et de l'environnement. Alors, on appelle évidemment chez nous l'écologisme d'entreprise qui est appuyé par l'extrême droite dans de nombreux pays, même ici au Brésil. Le néofascisme, le néolibéralisme dans notre région sont les complices de cet écocide. Et la démocratie doit donc être au centre de nos préoccupations et au centre de la transition juste, avec un travail décent, avec une politique environnementale durable. La démocratie, ça veut dire que les travailleurs et les syndicats doivent participer librement et activement dans les travaux politiques, y compris au niveau de la définition de politique environnementale, puisque ce sont les travailleurs qui sont les plus touchés. Alors, le débat démocratique concernant l'environnement, sur le climat,
doit nous permettre d'aborder les problèmes des travailleuses et des travailleurs, des femmes, des descendants africains également, des peuples indigènes. Comme l'a dit Christina, nous devons lutter contre les inégalités structurelles dans la société. Il est important d'avoir un dialogue international basé sur la solidarité. Il convient de souligner également, justement, ou en tout cas de tenir compte de la perspective du Sud mondial, qui souffre d'autant plus des conditions actuelles que nous souffrons également de la pandémie. On vous l'a dit, hein, cette semaine, nous avons atteint le triste chiffre d'1 demi-million de morts comme conséquence de la pandémie. Alors, nous devons évidemment maintenant, eh bien, mais faire en sorte que les privatisations, les activités du gouvernement Bolsonaro, la privatisation de l'eau, par exemple, et des ressources fondamentales, toutes ces politiques-là doivent être, eh bien, annulées et nous devons nous assurer que, bien sûr, eh bien, toutes ces politiques soient annulées. Vous savez que Bolsonaro pardon, a véritablement eh bien, donné une nouvelle impulsion aux politiques de destruction de l'environnement, d'assèchement des terres. Tout cela, effectivement, est une stratégie plus globale, ou s'inscrit dans une stratégie plus générale de démantèlement de l'État. Donc, nous appuyons ce mouvement, nous appuyons ce forum, nous espérons pouvoir arriver à Glasgow avec peut-être un plan d'action plus coordonné pour être à même d'affronter les défis auxquels nous sommes tous confrontés en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio. On se dirige vers le nord de l'Amérique avec l'un des visages les plus vus lors de ce forum, Patrick Rondeau de la FTQ de Québec. Patrick, on a parlé de privatisation de l'eau, de la pandémie. Quel est ton regard et surtout quel est ton regard sur l'appel qui est fait dans la perspective de la COP26 de Glasgow? Merci beaucoup de l'invitation. Oui. La FTQ est très heureuse d'avoir participé à l'organisation de cet événement-là, du moins d'avoir participé, pas l'avoir organisé, mais autant en amont dans les groupes de travail que durant cet événement-là. Nous en sommes très heureux des résultats. Ça répond réellement à un besoin, on le voit, un besoin que nous avons de discuter, de nous organiser ensemble. Et le nombre d'inscriptions en témoigne par le fait même. Et ce besoin de se mobiliser là, on l'a plus que jamais pour bâtir un réel rapport de force que nous avons vraiment besoin. Nécessaire aussi de le faire à la base, avec nos membres, à la base, en consolidant nos racines avec les travailleurs et les travailleuses. Il est important de les intégrer dans cette lutte-là, sinon nous sommes voués à l'échec. On a constaté aussi durant ces 5 derniers jours que nous avons des réalités qui sont communes, mais hautement différenciées dans les impacts, que ce soit au niveau de nos régimes économiques. Nous savons que l'économie est un problème auquel nous devons avoir à faire face, mais nous ne le vivons pas de la même façon. Même chose pour les questions de gouvernance et de démocratie qui sont réellement en danger. Les alliances aussi que nous devrons organiser avec des acteurs pour lesquels il est parfois difficile d'entrer en contact et d'adresser la question des inégalités sociales. Vous savez, la lutte au changement climatique, c'est aussi une lutte au niveau social et au niveau économique. Et en tant que syndicat partout sur la planète, on a notre place. Nous devons la prendre, mais nous devons prendre acte aussi que dans la lutte au changement climatique, il y a des acteurs et des actrices qui se battent maintenant depuis près de 35 ans. Nous arrivons sur un terrain qui est déjà occupé et nous devons, de façon complémentaire, articuler nos luttes. Ce qui nous amène effectivement au rendez-vous de la COP 26. Oui, c'est un grand rendez-vous pour nous et c'est en complémentarité entre nous, entre syndicats, que nous devons nous organiser le plus rapidement possible et bâtir et solidifier ces alliances avec les acteurs qui ne sont pas du monde syndical. Parce que vous le savez, c'est la COP de la dernière chance. Nous voyons que les États ont très peu d'ambition pour hausser leur plan pour faire face au changement climatique. Et il y a un dialogue de sourds en ce moment au niveau de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, malgré les appels des secrétariats autant de la COP 25, 26 que de la Convention
cadre. En terminant, je vous dirais que ce qui m'a frappé le plus et que nous devons adresser, c'est la question des inégalités. La situation est grave. Nous le savions déjà. Elle a été exacerbée et mise au grand jour pendant la COVID. Nous voyons à quel point nous avons des droits inégaux, un droit de parole inégal, un droit d'action qui est inégal. On l'a vu cette semaine, vous savez, j'ai vu plusieurs fois nos camarades du Sud avoir des difficultés à se connecter, mais c'est plus qu'un problème logistique et technique, c'est un problème d'exprimer sa voix de façon égalitaire et nous devons, en tant que mouvement syndical international, adresser cette situation-là pour avoir un réel rapport de force parce que nos voix ne seront plus fortes que si elles sont exprimées ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. Tu l'as dit, des réalités communes et hautement. Nous vivons des réalités communes, en effet, mais avec des différences très, très fortes dans leur impact. Ça me permet de faire une transition vers le Liban, qui est un pays qui a particulièrement souffert de la crise. Alors, je vais me faire le porte-parole de Castro Abdallah, qui n'a pas pu se connecter. Castro est de la FENASOL du Liban, et je vais vous lire son intervention, donc, qui nous a fait parvenir dans le cadre donc, de l'appel unitaire. Chers camarades participants à cette conférence syndicale, permettez-moi de commencer par remercier nos camarades de la CGT pour l'organisation de ce séminaire et pour nous permettre d'y participer. En mon nom et au nom de la FENASOL, Fédération nationale des syndicats des employés et ouvriers du Liban, au nom des travailleurs, nous vous remercions et souhaitons plein succès à ce séminaire. Nous subissons toutes et tous les conséquences partout dans le monde et plus particulièrement dans le monde arabe et notamment au Liban, des conditions écologiques imposées aujourd'hui par le système capitaliste. Nous subissons de nombreuses attaques afférentes aux conditions et à l'environnement du travail liées à l'absence de bonnes conditions de sécurité et de respect de l'environnement au travail. Les employés sont exploités par les employeurs, notamment pendant cette période de crise engendrée par la situation socio-économique que nous endurons au Liban et dans le monde. Ainsi, les travailleurs sont éprouvés et nous sommes dans l'impossibilité de nous mobiliser et de trouver les leviers nécessaires pour améliorer l'environnement et les conditions de santé et de sécurité au travail. Ces conditions ne sont pas respectées par les employeurs et notamment par ceux des grandes entreprises, des institutions et des firmes multinationales qui exercent leurs activités au Liban. On peut donner l'exemple des travailleurs du nettoyage des rues et du traitement des déchets. La politique d'organisation de traitement des déchets nous fait défaut. Les déchets sont jetés à la mer sans traitement, triage ou recyclage, ce qui engendre la pollution des plages libanaises ainsi que celle de l'air. S'ajoute à cela la question des émissions de gaz à effet de serre des véhicules à essence et au diesel ainsi que celle des usines. Enfin, je souhaitais remercier encore les camarades de la CGT qui nous ont témoigné leur solidarité et leur soutien suite à l'explosion catastrophique du 4 août 2020. En effet, le bilan fut particulièrement lourd puisque plus de 200 citoyens innocents ont perdu la vie. S'ajoute à cela 6 000 blessés et plusieurs institutions et usines ont été détruites, notamment le port de Beyrouth, ce qui a fait croître la pollution déjà existante au Liban. Cette explosion a été comparée à celle d'une petite bombe atomique de par sa nocivité. Nous espérons que tous les participants de ce séminaire pourront construire ensemble des réponses pour que la classe ouvrière puisse se relever et surmonter la crise sanitaire et socio-économique. Il est temps d'imposer l'application des conventions internationales relatives à la sécurité et aux conditions écologiques, ainsi que de celles des négociations collectives justes et une représentation réelle de la classe ouvrière. Merci de votre attention. Voilà, donc c'était l'intervention de Castro Abdallah de la FENASOL du Liban et on va pouvoir diffuser la vidéo de l'intervention d'un camarade de Russie, Alexandre Cherchoukov de la FNPR de Russie. Добрый день, уважаемые товарищи.
От лица Федерации независимых профсоюзов России я хочу приветствовать всех участников форума и сказать, что тема Alors, экологического и chers социального camarades, au nom de la перехода Fédération des современного syndicats indépendants de общества, Russes, j'aimerais она vous souhaiter la является, с нашей bienvenue à точки tous les зрения, participants du крайне forum. Nous актуальной. pensons que le thème Вообще, de 20 la человек, transition которые écologique et принимали sociale de la участие société в moderne est форуме extrêmement от important. лица Et 20 ФНПР, participants du они forum находятся под présentant впечатлением justement от la того, что им Fédération удалось за russe ont эти été дни услышать, impressionnés par ce qu'ils ont entendu увидеть et vu au cours de ces и jours. в чем Et par les travaux в des работе différentes каких sessions, ils ont площадок pu им удалось exprimer leur поучаствовать и opinion. высказать свое L'environnement est мнение. extrêmement Тема экологии для important России, для российских tant pour la профсоюзов является Russie актуальной. Дело в том, que pour что les до сих пор syndicats russes. продолжаются попытки La различных situation est корпораций telle при таком que même зачастую maintenant, попустительном eh bien, quelques entreprises, avec l'encouragement des autorités locales, continuent d'essayer de polluer nos régions. Il y a quelques années, nos collègues, donc les militants syndicaux dans la région d'Arkhangelsk, ont lutté contre une déchetterie dans la région de Chies et ils ont obtenu vraiment gain de cause malgré, bien sûr, les efforts à leur encontre contre les entreprises très puissantes et les autorités locales. Des situations semblables se produisent ailleurs. Les questions sociales ont toujours été au cœur de l'action syndicale, comme vous le savez. L'inégalité sociale croissante dans le monde est un défi pour tous et la Russie ne fait pas exception, malheureusement, à la règle. Il y a, il y a 15 ans, la CSI et bien sûr notre syndicat parlait de capitalisme de casino, de l'économie casino qui dominait le monde. Et bien aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose que l'on peut appeler l'économie de la pandémie. Et les résultats sont les mêmes. Donc, on sait que les richesses des grandes corporations, des grandes multinationales ne fait que croître alors que les conditions de vie des travailleurs, les conditions de vie des syndicalistes se détériorent. Et bien sûr, il faut nous mobiliser. Cette initiative pour organiser ce forum est, en mon sens, extrêmement opportune et importante. Mais bien sûr, nous aimerions nous rencontrer pas seulement en ligne, mais aussi en vrai, en présentiel. Nous aimerions pouvoir nous voir, nous regarder dans les yeux, vraiment nous saluer, nous serrer la main avec les autres camarades du monde entier. Merci beaucoup pour votre coopération et j'espère vous revoir bientôt en présentiel. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette intervention. Alors, tu l'as dit, on espère effectivement rapidement se retrouver en présentiel. Juste une petite précision sur ton organisation. Donc, la FNPR est l'une des plus importantes, la plus importante organisation mondiale affiliée à la CSI en termes de membres affiliés, puisqu'elle compte 20 millions de membres. Voilà, donc c'est très important de le souligner. On va passer maintenant la parole aux organisations internationales. Je passe le micro à Jérémy Anderson de l'ITF, l'International des transports, qui regroupe aussi 20 millions de membres, hein, c'est un hasard, qui regroupe les marins, les cheminots, l'aérien, les routiers et les transports publics. Jérémy, c'est à toi. Thank you. Eh bien, merci beaucoup et merci beaucoup à la CGT. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? On t'entend très bien. Thank you, Chair. Merci, présidente et modératrice. Merci à la CGT d'avoir organisé ce forum. Eh bien, la CGT joue un rôle de premier plan, vous savez, dans l'ITF, dans le cadre du programme de transport durable dont je suis le président. Cette conférence est vraiment l'occasion pour construire justement la solidarité internationale sur cette question. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à toutes ces discussions de cette semaine et j'aimerais peut-être remettre l'accent sur 2 points. Tout d'abord, à quel point il est important de construire une vision, je dirais, pan-économique, pour ainsi dire, d'un système alternatif durable et plus juste. En tant que syndicat du transport, nous savons très bien que pour arriver à des émissions carbone zéro, eh bien, nous aurons besoin de technologies vertes, mais aussi et surtout d'une transformation structurelle du secteur. Alors, ça veut dire que nous voulons effectivement faire du transport un bien public et nous avons besoin également d'un nouveau modèle de financement, en particulier pour nous assurer que tous les pays du Sud aient accès à au financement dont ils ont besoin.
Nous avons effectivement des idées très, très claires. Nous pensons effectivement que nous ne pouvons pas envisager le transport dans l'isolement. Nous dépendrons d'autres secteurs, comme le secteur de l'énergie, pour nous décarboner, par exemple le transport ferroviaire, le transport routier, qui dépendra de l'électricité renouvelable. Le transport maritime, aérien dépendront d'autres carburants comme l'ammoniac, comme l'hydrogène. Alors, Sean a parlé plutôt de l'importance d'un nouveau modèle pour le secteur de l'énergie et nous devons effectivement construire un nouveau modèle pour le transport. Alors, ce forum a été véritablement un moteur pour la construction de solidarité intersectorielle entre les travailleurs du secteur du transport et de l'énergie. Alors, nous remercions la TUED. Nous continuerons de travailler avec la TUED et avec nos autres organisations, notamment au sein de l'ISP à l'avenir. Deuxièmement, je voulais également souligner certains des aspects principaux d'une transition juste emmenée par les travailleurs. On en a parlé cette semaine. Pour construire un système alternatif, nous devrons mobiliser nos militants. Il faut que cette question devienne pertinente pour les travailleurs de tous les secteurs. Alors évidemment, nous devons défendre les travailleurs face aux pertes d'emploi. Nous devons effectivement voir quelles sont les autres thématiques clés. Par exemple, les marins. Eh bien, ils seront confrontés à des risques de sûreté et de sécurité du point de vue de leur santé également à cause de l'utilisation de carburants alternatifs comme l'ammoniac qui sont toxiques. Nous devons donc accroître la démocratie sur le lieu de travail pour faire en sorte que les travailleurs aient leur mot à dire dans la prise de décision. Et si nous voulons effectivement construire un mouvement pour une transition juste, nous devons inclure tous les groupes de travailleurs pour faire face aux inégalités existantes. Par exemple, l'inégalité de genre est absolument énorme dans tous les secteurs du transport. Alors, dans nos campagnes pour plus de démocratie sur le travail, nous devons évidemment faire en sorte de créer plus d'opportunités pour que les femmes aient des emplois de qualité, mais qu'elles aient aussi plus de pouvoir sur le lieu de travail. Il faudra aussi remettre en cause le racisme structurel. Ça doit être au centre d'une transition juste et de nos efforts en la matière. Enfin, nous devons mobiliser les jeunes qui, bien sûr, ont un enjeu énorme pour cette transition verte. Nous devons nous assurer que les jeunes trouvent leur voie dans nos industries et ça commence par leur donner voix au chapitre et leur donner des positions de leadership dans nos syndicats. Merci pour cette conférence, source d'inspiration. Elle est internationale, elle porte sur tous les secteurs de l'économie et elle est emmenée par les travailleurs. C'est exactement l'approche dont nous avons besoin. Merci, Madame la modératrice. Avec le micro, on ne vous entend pas. C'est une thématique qui a été largement abordée au cours de ce forum. David, quelle est ton appréciation sur cet appel unitaire? Oui, bonjour camarades, merci madame. C'est vrai qu'on entend un bruit de livret qui rend un peu plus difficile. Merci. C'est mieux. Bon, j'ai participé à plusieurs ateliers durant cette semaine et dans le travail de TUED au sein sur l'énergie aussi avec… Bonjour, il y a un problème de traduction vers le français, si David peut arrêter. Pardon? David parlait en français, pour rappel. Oui, je parlais en français. Oui, tu peux y aller, David. Je peux retourner à l'anglais si vous préférez, les interprètes, mais bon, j'y vais. Alors, c'est clair que les différentes crises écologiques, sanitaires, économiques, démocratiques, de l'organisation patriarcale de la société qui cantonne les femmes dans les emplois les moins… David, il faut que tu te mettes sur le canal français, sinon on ne t'entendra pas. Il faut que tu te mettes sur le canal français, s'il te plaît. On entend David? Oui, mais il n'est pas traduit. Il faut qu'il se branche sur le bon canal. Apparemment, David, tu n'es pas traduit dans les autres langues. C'est pour ça qu'il y a apparemment un petit souci. Moi, j'ai éteint toute traduction. Peut-être qu'ils auront plus de chance si je parle en anglais. Je ne sais pas, mais j'aurais voulu… Yes, we can.
j'aurais voulu présenter dans la langue de Molière, quoi. Écoutez, on continue encore. Ça va, les interprètes? Vous pouvez nous faire signe que tout est bon? Parce que moi, je ne suis pas cantonné sur quelques canaux d'interprétariat. C'est bon? Super, merci. Alors, comme j'avais dit, que les crises liées écologiques, sanitaires, économiques, démocratiques, de l'organisation patriarcale qui cantonne les femmes dans les emplois les moins payés, les plus précaires et sous la pandémie, les plus dangereux, du capitalisme globalisé et maintenant très, très financiarisé. Ces crises sont toutes liées et demandent des stratégies liées et des liens entre les mouvements progressistes. Et on a bien vu ça au courant de la semaine qui vient de passer et on le voit reflété dans la déclaration finale. Pour la COP, il nous faut faire les liens entre ces crises afin de ne pas se cantonner sur des solutions techniques ou des politiques trop limitées. Et je pense pour la COP, nous devons tirer les leçons de la pandémie, surtout le rôle fondamental des services publics et des gouvernements à tous les niveaux pour assurer la protection de toutes et tous et de tout le système naturel dont nous en sommes qu'une partie. Que nous devrons œuvrer continuellement, sans cesse, pour protéger et renforcer nos démocraties. Sinon, nous les voyons abusées et subtilisées par la peur, les divisions, les nationalismes, les opportunistes. C'est un travail sans cesse et le mouvement syndical doit se montrer capable d'intégrer et les priorités de leurs membres et les positions politiques larges demandées par les crises et par la société. De la perspective de l'Internationale des services publics, nous insistons sur l'accès universel aux services publics de qualité, pas mercantilisés, pas financiarisés, privatisés, que ce soit les services de santé, l'eau et l'énergie, l'éducation, la culture, les transports, les services municipaux et maintenant l'accès au numérique et encore d'autres. Nous savons que cet accès universel permet aux individus, aux familles de s'épanouir et de croître en sérénité, mais surtout que ça réduit les inégalités et ça renforce la démocratie. Mais les gouvernements, pour la COP, on le sait, doivent prendre une position centrale dans la grande transition vers une planète à bas carbone. Ce ne sera pas facile, car nous avons passé un demi-siècle à déconstruire nos gouvernements et nos services publics en faveur de l'individualisme et le matérialisme. Nous devons redessiner les limites de production et consommation, redéfinir l'internationalisme et la vraie solidarité que la pandémie montre très défaillante. Établir la justice fiscale, éliminer les dettes des pays en voie de développement, se recentrer sur les obligations des droits humains. Alors, syndicats de tout secteur devront se montrer capables de ces défis. Les défis consistent de protéger nos membres, mais d'assumer nos responsabilités à guider les transformations profondes et rapides que la crise climatique impose. Certes, les syndicats, nous devons rester près de la base, soutenir les membres au quotidien, mais aussi les amener vers les solutions globales qui auront un impact sur leur travail, leur famille et leur communauté. Alors, nous devons aussi travailler plus fort sur les instances internationales, comme la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, les structures et les agences de l'ONU. Il y a très peu de voix syndicaux là-dedans. Et il faut se rappeler que ce sont nos gouvernements qui siègent dans ces instances et qui se plient aux demandes des plus riches, en partie parce qu'on n'insiste pas assez directement sur les dossiers de l'international, parce que maintenant, tout problème vraiment doit avoir un lien vers l'international. Alors, à nous de continuer la lutte dans l'énergie et la solidarité que nous a permis, et nous nous reverrons peut-être en personne à Glasgow,
Sinon, à la prochaine réunion et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, David. Tu as évoqué le fait que nous avons passé, en tout cas les gouvernements ont passé près d'un demi-siècle à déconstruire les services publics. Ça me permet de faire dans nombre de pays, ça me permet de faire une transition vers la Grande-Bretagne et vers Sam Mason, donc, qui représente la coalition au nom de PCS-TUC de la COP26. Sam, tu es donc syndicaliste britannique des services du TUC. Quelle est ton appréciation sur cet appel, sachant qu'effectivement ton pays a particulièrement été affecté par la destruction des services publics? Merci de me donner l'occasion de dire quelques mots. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Ça a été une semaine fantastique. Je ne peux que remercier la CGT et la totalité des partenaires qui ont monté cette semaine de rencontres internationales. Pour ce qui est de la COP, et je m'occupe de la coalition COP26 en Grande-Bretagne, nous sommes une coalition qui représente notamment des syndicats, mais également la société civile. Je m'occupe de mon côté des syndicats. Alors, je pense que on ne peut que se féliciter de ce que les interventions cet après-midi qui ont fait l'inventaire des débats de cette semaine vont exactement dans le sens de ce que nous voulons obtenir chez nous également grâce à la mise en place de cette coalition de la COP26. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit, des organisations représentant la société civile en Grande-Bretagne. Nous avons voulu nous mobiliser avant cette échéance importante de la COP, afin notamment d'organiser de manière pratique et logistique un sommet des gens. Nous avons voulu renforcer nos collaborations également entre nous en trouvant des alliances. Donc nous avons évidemment des ONG de défense de l'environnement, des ONG de l'environnement, des groupes confessionnels, des groupes qui luttent pour la justice raciale et sociale, mais nous avons également au sein de cette coalition des syndicats qui sont dûment représentés et nous pouvons avoir évidemment des discussions pour tenter de faire changer les choses du point de vue également des entreprises grâce à la pression des travailleurs. Je pense que la déclaration commune de ce forum nous permet d'avancer. C'est l'occasion, me semble-t-il, de faire avancer un débat, de pouvoir dire clairement ce que nous voulons obtenir, à la fois en tant que représentant de la société civile dans le cadre de notre coalition, mais également aussi en tant que membre du mouvement syndical, pour donner toute la place qui lui revient à la classe travailleuse. Cette semaine, nous avons eu l'occasion de réfléchir en fait au type de message que nous voulions faire entendre. Un de ces messages, il me paraît essentiel, c'est non seulement qu'il faut évidemment demander la justice climatique, ça évidemment ça va de soi, mais il est important que la voix des personnes qui ont été le plus vulnérabilisées par la crise climatique soit entendue. Beaucoup de segments de la population sont sous-représentés dans ce débat. Ils n'ont pas accès aux plateformes auxquelles nous avons, nous, accès pour certains d'entre nous et que nous pouvons utiliser pour nous faire entendre. Donc il faut donner toute leur place aux personnes qui sont restées jusqu'à présent silencieuses. La COP porte sur le changement climatique, évidemment, mais pas que. On a bien vu, après la réunion du G7 en Grande-Bretagne, en Cornouailles, la semaine dernière, quelle sera l'approche des gouvernements face à la COP. Le G7 avait l'occasion d'établir un cadre ambitieux de travail assorti à des obligations, mais le gouvernement britannique, on l'a vu, c'est simplement caché derrière ces belles paroles. Ce qu'il nous faut, c'est des mesures, des plans concrets. Donc, il y aura 3 choses dont on parlera à la COP pour nous. Le changement climatique, ça va de soi, mais également
la sortie de pandémie, cette crise des vaccins que l'on voit avoir un impact un petit peu partout du point de vue sanitaire dans les pays, et puis la grande question de l'inégalité qui est absolument centrale et qui est ressortie d'ailleurs de tous les débats et de tous les résumés qui ont été faits. Cette semaine, nous avons parlé de justice, nous avons parlé de l'internationalisme, nous avons parlé de la solidarité. Au sein du mouvement syndical, il est important évidemment de souligner l'importance de la propriété publique, des biens communs, de la primauté de la démocratie. Notre collègue indien a parlé des inégalités et des inéquités. Il n'y a pas que les inégalités, mais également les inéquités qu'il faut mentionner. La COP, évidemment, s'inscrit dans un continuum. Nous voulions organiser ce qui a été fait avant Paris, pour notre part, en Grande-Bretagne, à Glasgow. La COP, c'est également l'occasion, ne l'oublions pas, de renforcer nos alliances, de nous mettre d'accord, de nous tendre la main et ensemble de forger un message que nous pouvons porter tous ensemble. Donc c'est une occasion. C'est une occasion, il y a cette échéance de la COP. L'échéance se rapproche d'ailleurs, il nous reste fort peu de temps. Mais cette conférence et l'appel commun qui a été préparé nous permet d'avancer. Romain de la CGT, il y a quelque temps, s'est adressé à notre groupe syndical et j'aimerais d'ailleurs pouvoir inviter certains d'entre vous à la coalition afin de nous parler notamment du résultat de cet appel commun et comment on peut l'utiliser pour donner encore davantage d'impulsion. En parlant notamment de la charte publique de l'énergie, dont on a entendu parler, ou du renforcement de la démocratie locale et participative. Donc il est important en fait de concrétiser ces alternatives que nous voulons mettre en place en tant que syndicalistes, en tant que représentants des travailleurs. J'ai eu l'occasion de participer, d'écouter la table ronde sur la démocratie et nos camarades de Bélarus ont fait une remarque qui m'a beaucoup frappé. Et je pense qu'il est important de reconnaître les luttes pour la survie qui sont en train d'occuper un grand nombre de nos clients. Il nous a parlé en tout cas de la révolution des esprits qui s'était mise en place depuis l'année dernière au Bélarus. C'est une révolution des mentalités dont nous avons besoin, que nous devons faire advenir, nous tous, dans tous nos pays avant la COP. Et j'aimerais vous remercier, vous dire que ce n'est pas le bout de la course, c'est un chemin que nous empruntons ensemble, un chemin de solidarité internationale, où nous devons nous encourager, nous épauler mutuellement dans nos luttes du quotidien. Merci beaucoup, j'espère vous revoir à Glasgow en novembre pour une autre édition. Merci beaucoup, Sam. Alors, nous avons quelques demandes d'ajout à l'appel qu'on prendra bien volontiers. Donc, nous avons tout d'abord Andrés de la CTAT d'Argentine qui voudra intervenir, suivi d'Alain de la FESACI de la Côte d'Ivoire. Andrés, c'est à toi. Buenas tardes a todo el mundo, buenas noches o buenos días. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend où vous êtes, mais en tout cas, bonjour. Je voulais tout d'abord dire bonjour à Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT française, et vous féliciter d'avoir organisé ce forum si important. Vous avez fait un travail très important, très fructueux. J'en profite pour dire bonjour à tous les participants et participantes et toutes les personnes qui ont participé à cet espace très important, bien sûr. Merci à Romain et à Marie-Christine qui ont été nos points de contact permanents de la CGT. Alors, je voulais peut-être revenir sur certains points. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit effectivement les camarades pour condamner le capitalisme sauvage qui essaie de faire peser sur la classe ouvrière tout le poids de la crise, tant sanitaire comme conséquence de la COVID-19, comme la crise environnementale qui met en danger toute forme de vie. Les grands groupes économiques transnationaux avancent en pleine crise pour remplacer le travail humain par les avancées technologiques et ils continuent à précariser justement l'emploi.
Concernant la crise mondiale face à laquelle nous sommes confrontés, la crise sanitaire s'entend, eh bien, toute une série d'organisations comme la CTA des travailleurs, eh bien, une série d'organisations disaient, j'essaie de dire qu'il faut absolument imposer des mesures qui mettent fin, par exemple, aux brevets, qui nous permettent à tous d'avoir accès aux vaccins, un transfert de technologie pour que tous les pays puissent produire justement les vaccins ainsi que les intrants nécessaires pour répondre à cette situation d'urgence à laquelle nous sommes confrontés, cette COVID-19, que nous devons résoudre entre tous. Sinon, seuls les grands laboratoires en tireront parti. C'est vraiment quelque chose d'irrationnel et nous ne pourrons eh bien, nous en sortir. Et puis, nous disons aussi, en tant que mouvement syndical, face à cette réalité, nous devons effectivement nous mobiliser, faire le lien entre la solidarité internationale et la création d'une nouvelle société, un nouveau paradigme basé sur la lutte pour la démocratie, le plein respect des droits humains, droits sociaux, civiques, économiques et environnementaux, la lutte contre la pollution de l'environnement, tout en protégeant la stabilité de l'emploi, la stabilité des travailleurs dans une transition juste qui ne laisse personne derrière ou à la traîne. Le rôle fondamental de l'État que nous devons sauver, le rôle fondamental également du service public comme gestionnaire, propriétaire du bien public. Sans un État fort, nous ne pourrons changer ces paradigmes, le paradigme actuel. Le dialogue social, avec des négociations collectives et les accords collectifs qui eh bien, soient appliqués, voilà qui est absolument fondamental pour revenir à à une relation rationnelle entre le secteur de la production et le monde du travail. Une transition juste vers un monde durable du point de vue environnemental et socio-économique, la mise en œuvre de ces objectifs, des objectifs de développement durable, même si ce n'est pas effectivement un paradigme syndical, mais au moins il représente des engagements auxquels tous les États ont adhéré au sein des Nations Unies. Nous devons tout faire en sorte pour que ce seuil ou ce dénominateur commun minimum que sont ces ODD se réalise et ne reste pas lettre morte, comme ce serait trop souvent le cas. Alors, pour atteindre tous ces objectifs, il est absolument essentiel de lancer une politique d'alliance telle que le propose la CGT aujourd'hui et que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de ce forum. Cette alliance est absolument fondamentale et permettez-moi que je m'attarde un peu sur l'expérience de l'Argentine. L'Argentine, après avoir subi un échec électoral après 15 ans d'un mouvement bien progressiste, bien impliqué que le mouvement syndical s'organise avec d'autres mouvements sociaux, 4 ans de résistance contre le néolibéralisme qui nous a permis de remporter les dernières élections. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement ami, entre guillemets, à un moment crucial où, dans le cadre d'une reconstruction nationale au niveau de notre pays, nous devons répondre à la pandémie et les graves problèmes corollaires. Mais je voulais simplement dire que cette politique d'alliance, de résistance, de lutte a abouti à des résultats. Et c'est ça que nous devons dire clairement. Aujourd'hui, l'ennemi reste le néolibéralisme. Face à cette crise, nous sommes véritablement à un moment charnière. Si nous ne lançons pas une politique de la résistance et des alliances, le paradigme de la résilience n'entrera pas en vigueur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore une fois de m'avoir invité à prendre la parole. Merci de m'avoir donné la possibilité de participer. Et vraiment, ce document final sera notre feuille de route pour que nous continuions à nous réunir et à parler, et à échanger. Merci encore. Merci beaucoup, Andrés. Je passe la parole à Alain de la FESACI de Côte d'Ivoire. Alain, il faut que tu connectes ton micro. Il faut que tu actives en bas à gauche ton micro. Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? On t'entend bien. On t'entend, on t'entend. Je remercie les camarades de la CGT. Moi, c'est Alain, je parle au nom de la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'avais l'embarras de parler soit du transport ou du métro que le gouvernement veut construire. Mais en Côte d'Ivoire, le secteur du transport est informel.
Or, le fait que le transport soit informel, cela induit beaucoup de pollution. Donc, en principe, pour résorber ce problème, il faut que l'État organise le transport au sein de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, dans le fond, le métro, l'idée d'avoir le métro était la bienvenue. Mais comment comprendre que la Côte d'Ivoire, tu dois construire un métro sur 37 km par des entreprises françaises? Ce métro nous coûte aux contribuables ivoiriens 908 milliards de francs CFA, alors que pour 51 km de métro à Dakar, ils ont dépensé 41 milliards. Or, nous sommes syndicalistes. Et en tant que syndicalistes, nous savons qu'avec seulement 200 milliards, l'État pourrait créer 45 000 nouveaux emplois et 200 000 emplois indirects. Mais, or, ce métro que l'État veut construire, ce métro doit rouler à l'électricité. On voudrait sans ignorer qu'actuellement à Abidjan, nous avons des problèmes de coupure d'électricité. La fourniture d'électricité n'est pas totalement assurée sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Comment, au moment où nous sommes en pénurie d'électricité, l'État peut vouloir construire comme priorité un métro qui lui-même économiquement coûte cher à l'État, mais qui en même temps doit utiliser de l'électricité. Or, nous n'avons pas d'électricité. Nous, syndicalistes, c'est que nous demandons plutôt à l'État qu'il est probablement utile de surseoir à la construction de ce métro et permettre de prioriser la fourniture d'électricité dans toutes les zones du pays avant de construire ce métro. Mais en même temps, aujourd'hui, les véhicules même qui font le transport dans la Côte d'Ivoire sont vieillissants. Et nous demandons qu'on fasse un rajeunissement du parc auto. Un rajeunissement du parc auto parce qu'on parle aujourd'hui d'environnement. Pouvoir garantir que nos véhicules ne puissent polluer, il faut que l'État passe à renouveler le parc auto. Il faut aussi que l'État passe à développer l'utilisation des gaz et de l'électricité dans les transports publics. Et installer progressivement un réseau d'alimentation électrique des véhicules à Abidjan et dans les principales villes secondaires, parallèlement à la promotion des véhicules hybrides et électriques. Encadrer et développer l'utilisation de gaz naturel dans les transports en commun à Côte d'Ivoire sur la base du retour d'expérience de la SOTRA. La SOTRA, c'est la Société de transport abidjanais. Renforcer la politique de promotion de l'électricité dans les transports en commun. En effet, les lignes de transport de masse projetées métro BRT devaient utiliser l'énergie électrique. Et c'est de cette idée qu'est sorti le métro. Mais nous disons pour le moment que comme il y a plus d'électricité dans le pays, il est mieux de se concentrer sur la fourniture d'électricité avant de pouvoir penser à ces projets. En plus de ces lignes de transport de masse, l'État devait s'appuyer sur la SOTRA pour la transformation de certaines de ces lignes de bus en véhicules électriques. Accélérer la création d'entreprises de construction automobile en Côte d'Ivoire, développer à l'horizon 2050 des partenaires comportant des clauses de transfert de compétences et d'installation d'unités de montage, puis après construction de véhicules, utilisant notamment des biocarburants et l'électricité en Côte d'Ivoire. Aussi, en Côte d'Ivoire, il y a le transport lagunaire que l'État pourrait développer. Et au su de tout ça, nous demandons la transition au niveau des poids lourds. Parce que la transition au niveau des poids lourds peut se faire au même niveau que les poids légers. L'État doit donc renforcer son dispositif. Mais pour terminer, je voudrais dire que nous, syndicalistes, nous approuvons
Et nous soutenons l'État qui actuellement a pris un décret pour demander que tout véhicule d'occasion rentrant en Côte d'Ivoire ait moins de 5 ans. Ça, c'est une mesure salutaire car les véhicules neufs permettent au moins de ne pas émettre beaucoup de gaz. Et nous demandons à l'État de faire encore plus. L'intervention, c'est mon intervention et je vous dis merci. Merci Alain. Je passe la parole à un tout dernier intervenant, José Luis, de la Confédération syndicale de Galice. José, c'est juste pour te préciser, si tu pouvais limiter ton intervention à 3 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, j'essaierai d'être plus bref que possible. Tout d'abord, j'aimerais bien sûr vous féliciter à la CGT France, Rosa Luxembourg, la Fondation Rosa Luxembourg de la TUED et Alter Summit pour l'organisation de ce forum. Nous sommes membres et puis je salue les camarades que je connais comme Andrés ou Antonia de Lisboa. Bonjour à vous deux, surtout. Bon, nous sommes très heureux d'avoir pu participer aux différents ateliers et groupes de travail en vue de ce forum. Et dans ce cadre, je crois que ce forum a été très fructueux. Je pense que là, nous sommes arrivés à avoir une discussion très intense. Et puis aussi un document très fort que nous devons présenter comme un document alternatif sur le modèle que nous voulons mettre en œuvre, tant au niveau énergétique comme au niveau de la société que nous voulons voir se créer. Alors, moi, je dirais que cette discussion a été intense. Alors, c'est vrai que moi, j'ai participé à de mon nombreux ateliers, de mon nombreux groupes de travail. Alors, il y aura toujours des questions qui resteront ouvertes. Et surtout, moi, je crois qu'il faut joindre le geste à la parole. Nous voulons proposer une alternative et nous voulons présenter une alternative à la COP. Nous devons donc être concrets sur certains points. Alors ici, nous avons entendu beaucoup de choses sur de nombreux aspects. Alors d'abord, quel type de modèle énergétique voulons-nous pour l'avenir? Moi, je crois qu'il est absolument essentiel de clarifier la donne. Oui, bien sûr, nous voulons un modèle écologiste, nous voulons un modèle propre, oui, bien sûr, durable, évidemment. OK, d'accord, mais soyons plus concrets. Alors, l'énergie atomique, on la fait rentrer dans ce bouquet énergétique ou pas? Voilà, c'est peut-être un sujet qui reste un petit peu irrésolu. Deuxième thématique, quel type de gestion? Oui, nous sommes tous d'accord pour dire que la gestion des ressources énergétiques doit être une gestion publique, totalement publique, ou public-privé, ou est-ce qu'un peu privé quand même? Je pense que là, encore une fois, il va falloir clarifier la donne. Troisième point, quel type de gestion pour les communautés, sur les territoires, dans les zones, dans les pays où effectivement ces ressources vont être exploitées. Une gestion complètement publique avec une participation directe et démocratique de ces communautés dans la gestion de ces ressources. Est-ce qu'on veut faire en sorte que ces communautés locales seront les premiers bénéficiaires de l'exploitation de ces ressources? Oui ou non? Ou est-ce que nous allons tout simplement laisser les grandes multinationales exploiter les ressources une fois que ces ressources sont terminées, épuisées? Eh bien, ma foi, on quitte le pays et on laisse un désert derrière soi. Mais qu'allons-nous faire pour lutter contre cela? Autre dilemme. Alors, on a parlé de coalition, d'alliance. Nous avons parlé aussi de dialogue social. Bon, alors est-ce que nous serons capables de lancer ces coalitions, ces coopérations, ces collaborations à tous et à toutes? Est-ce que nous allons laisser vraiment un espace pour les actions syndicales, mais aussi à tous les mouvements sociaux dont nous aurons besoin, car ils sont indispensables pour nous pour pouvoir mobiliser la société afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés? Ou alors nous continuer avec la dynamique
où nous créons parfois des ghettos, des sociétés élitistes, des relations élitistes, avec des droits de veto, par exemple, où certaines organisations peuvent s'opposer à l'entrée au sein d'une coalition d'autres organisations. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse au premier chef. Enfin, il y a aussi la question de la souveraineté des peuples, tout cela. Bon, évidemment, ici, on a parlé d'exploitation des ressources, de l'industrie de l'extraction, des politiques néolibérales. Mais je crois qu'il faut surtout ici parler de quelque chose, ce sont les pratiques néocoloniales et colonialistes. Il faut absolument défendre, bien sûr, les droits des peuples à exercer leur souveraineté afin qu'ils soient maîtres et maîtresses de leurs ressources. Alors, sommes-nous tous prêts à défendre cela? Bon, tout cela, c'est très, très important. Alors, bien, notre forum a tiré des conclusions très importantes, mais dans quel but? Soyons clairs quant aux objectifs. Ces objectifs sont communs, mais soyons sûrs d'être plus concrets. Alors, merci. Félicitations à nous toutes et à nous tous. Je crois que les résultats sont assez intéressants. Profitons-en pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, José. Y a-t-il une autre personne qui souhaite prendre la parole? Je vous rappelle que le forum est censé se conclure dès à présent à 17 h. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je souhaiterais dire un grand merci à l'ensemble des participants, et notamment aux équipes techniques et aux interprètes qui ont accompagné ce forum durant toute cette semaine. Devant l'affluence de ce premier forum, il est clair qu'il y aura sans doute sans nul doute très prochainement une seconde édition, ce qui s'avère déjà être un premier succès. D'ores et déjà, donc, des suites sont prévues à très court terme. L'actualité du moment et des prochains mois va donner bien évidemment plus de surface médiatique à ce qu'il est bien convenu d'appeler la conjonction entre les luttes sociales et environnementales.